Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. 17 septembre 2011. Bagdad, Irak. Le général Mackenzie Parnell observait les 3 contractuels militaires privés entrer dans le bar bruyant de Bagdad et se frayer un chemin à travers la foule jusqu'à la table du fond. Les locaux et le personnel militaire les avaient vus entrer et les verraient partir par leurs propres moyens. Tout faisait partie du plan. Par pure force de volonté, Nitromac se contrôlait. Il avait gagné ce surnom des décennies auparavant, lorsque son tempérament explosif et ses réactions disproportionnées face à tout ce qui entravait son chemin l'avaient mis dans le pétrin. Chaque jour. Les années ne l'avaient pas adouci. Parnell était aussi volatile à 57 ans qu'il l'avait été à 7 ans. Le surnom comme le trait de caractère étaient des éléments essentiels de son ADN ainsi que de sa réussite. Personne ne cherchait des noix à Nitromac et ne vivait assez longtemps pour s'en vanter. Il sourit. Les 3 hommes qui s'approchaient de lui allaient bientôt l'apprendre à leurs dépens. Il les reconnut instantanément. L'un ressemblait à un comptable, sauf que ses yeux plats et morts évoquaient ceux d'un requin. L'un était noir. Le 3e était plus grand que les autres. Les 3 marchaient correctement, mais Parnell observait leurs bras. Il avait obtenu leurs dossiers médicaux avant de les contacter. Tous 3 avaient subi de graves fractures aux membres supérieurs dominants. L'humérus droit fracassé du premier type avait été ressoudé avec du matériel en titane et s'était remis en un bras d'usage limité. Le poignet droit écrasé du second était maintenant fusionné et stabilisé, résultant en une articulation immobile et une fonction limitée de la main. Une fracture ouverte du bras gauche du 3e homme le faisait pendre plus court que le droit et se plier bizarrement au niveau du coude. Au fil du temps, Parnell avait perfectionné l'art du contrôle de ses impulsions. Pourtant, cette situation, comme on appelait euphémiquement ce genre de choses dans les cercles de sécurité, avait poussé ses compétences jusqu'au point de rupture. Il était plus qu'en colère. Il était furieux. La lente combustion avait commencé près d'1 an auparavant et s'était intensifiée à chaque impasse rencontrée dans sa recherche du salaud qui l'avait trahi et disparu. Pire encore, son ancien collègue était également parti avec le fonds de retraite de Parnell. De l'argent qu'il avait durement travaillé à détourner des budgets décroissants de l'armée. Chaque fois qu'il pensait à son argent disparu, sa colère s'enflammait. Seule une force de volonté pure lui avait permis de réduire temporairement sa rage à une braise. Il tapotait rythmiquement son doigt sur la table, se rappelant de garder son calme encore 1 heure. Peut-être même pas aussi longtemps. Les 3 contractuels s'approchèrent, s'assirent, commandèrent des boissons et s'installèrent pour recevoir les dernières modifications à leur mission de la part du général. Cela lui plaisait de se rappeler que tous 3 seraient morts dans l'heure. Parnell esquissa presque un sourire. Il connaissait leurs noms, mais il les considérait comme Mo, Larry et Curly. Non pas parce qu'ils étaient stupides ou drôles. Loin de là. Chacun était une machine à tuer, bien entraînée. Les affubler de surnoms comiques étaient l'une des nombreuses astuces qu'il avait mises au point pour gérer sa fureur. Mo était gaucher. Larry et Curly étaient droitiers. Ce n'était sûrement pas une coïncidence si leurs blessures avaient été infligées pour les écarter du champ de bataille. Parnell avait attiré les 3 zigotos ici, de la même façon qu'il avait engagé leur patron des années auparavant. C'étaient des âmes sœurs. Des combattants qui s'attendaient à ce que la violence définisse leur vie, qu'ils vivaient sans une once de remords. Le genre d'homme que Parnell connaissait bien. Nitromac avait l'intention de dépasser leurs attentes aujourd'hui. Une fois les 3 zigotos servis, Parnell dit « Avez-vous garé où je vous ai indiqué ? J'ai un gars dehors pour surveiller votre véhicule. Cet endroit est rempli de voleurs. Des rapides. » Oui, monsieur. Le véhicule est à 20 mètres au nord, devant le terrain vague, exactement comme vous l'avez ordonné. Larry parla en premier, se désignant comme le chef du groupe. Nous avons lu les documents que vous avez envoyés, général. Nous avons notre équipement avec nous. Nous sommes prêts.
Mo et Curly hochèrent la tête comme des figurines à tête branlante. Parnell les observa à travers ses paupières mi-closes. Ils n'avaient jamais été les meilleurs, ni les plus brillants de l'armée. Tout le contraire. La seule chose qui les avait gardés hors de Leavenworth était le manque de preuves. Les accusations n'avaient pas pu être prouvées contre eux lorsqu'ils avaient été renvoyés, alors on les avait congédiés avec guère plus qu'un bon coup de pied aux fesses. Mais ces trois-là ne pouvaient pas lâcher le militaire. C'était presque pathologique chez certains gars des forces spéciales. Ils ne passaient jamais à autre chose. Ils ne pouvaient pas fonctionner dans la vie civile et n'avaient aucune envie d'essayer. Naturellement, ils avaient rejoint la seule organisation paramilitaire privée prête à les accueillir. Les renseignements de Parnell étaient solides. Leur chef avait disparu et leur équipe avait été réduite à 5. Ces trois-là, et 2 autres qu'ils n'avaient pas encore localisés. Ils s'étaient demandé comment les 5 avaient survécu alors que de meilleurs hommes étaient morts. La première chose à faire était de le découvrir. Où est votre co? Je m'attendais à ce qu'il soit avec vous. Parnell ne s'attendait à rien de tel. Son partenaire avait disparu depuis plusieurs mois, et Parnell avait retourné chaque pierre pour le retrouver. Sans succès. C'était la seule raison pour laquelle ces 3 abrutis étaient encore en vie. Mo, Larry et Curly échangèrent de rapides regards. Larry s'éclaircit la gorge et répondit pour eux. Nous pensons que le colonel est, mort, monsieur. Parnell acquiesça. Il le pensait aussi. Ce qui ne signifiait rien. Il voulait des preuves. Quelles sont vos preuves? Larry baissa brièvement le regard avant de redresser les épaules comme si l'information était embarrassante. Il n'est pas revenu de sa dernière mission, monsieur. Nous n'avons pas eu de nouvelles depuis 12 mois. Nous avons essayé de le localiser sans succès. Quand et où est-ce arrivé? Parnell avait suivi la trace du colonel et de son équipe jusqu'à Londres. Ils y avaient atterri il y a 1 an, puis s'étaient évanouis. Comme si la Grande-Bretagne les avait avalés tout entiers, lui, son équipe et même ses véhicules. Une petite ville près de Londres appelée Bishop Spargetter. Il y a 12 mois. Nous étions 8, monsieur. Notre co et les 5 autres se sont embarqués pour la mission. On nous a ordonné de rester en arrière. Brièvement, Larry baissa les yeux puis releva la tête pour fixer Parnell. Aucun d'entre eux n'est revenu. Je vois. Parnell croisa les mains sur ses genoux et hocha lentement la tête. Il sentait sa rage brûler plus fort, mais il répondit avec un calme dur et mortel. Et vous 3 avez tourné les talons. Vous n'avez pas rendu justice à votre équipe. Vous avez abandonné leur corps. Mo et Curly regardaient la table, laissant Larry les sortir de la vérité de leur lâcheté. Ces 3 pauvres excuses de racailles n'étaient pas une équipe digne de l'armée et ne l'avaient jamais été. La décision de Parnell de les éliminer était justifiée. Ils auraient dû mourir depuis longtemps. Il ne ressentait pas même un léger pincement de remords pour son plan. Larry s'éclaircit de nouveau la gorge. Nous avions été neutralisés par l'ennemi et ne pouvions pas les poursuivre ou les récupérer, monsieur. Neutralisés comment? Qui était l'ennemi? Parnell entendit la colère dans sa voix et serra la mâchoire avant d'en demander trop vite. Ces 3-là ne servaient plus. Ils n'avaient aucun pouvoir réel pour les contraindre. Seule l'avidité et des personnalités dysfonctionnelles les collaient à leur siège. Nous avions une taupe dans notre unité, monsieur. Un traître. L'ennemi était le major Jack Reacher. Ancien policier militaire de l'armée américaine, à la retraite. Larry s'éclaircit la gorge. Il nous a neutralisés par la force et, nous a clairement fait comprendre que nous devions le laisser affronter les autres seuls, monsieur. Mo leva les yeux et retrouva sa voix. Les chances étaient de 5 contre 1 face à Reacher, et nos gars étaient lourdement armés. Nous ne pouvions pas y aller, mais nous nous attendions à ce que nos gars l'emportent. C'est embarrassant à admettre, général. Des chances de 5 contre 1. Notre camp a perdu. Curly jeta un coup d'œil à Parnell et haussa les épaules avant de baisser à nouveau le regard. Nous avons tous les 3 été hospitalisés
et quand nous avons été libérés, et sommes allés les chercher, nous n'avons rien trouvé. Pas de corps, pas de véhicule, pas d'armes. Absolument rien. Et Richer. Vous l'avez trouvé, et vous vous êtes occupé de lui. Le froncement de sourcils féroce de Parnell aurait été plus qu'un avertissement adéquat pour quiconque l'avait vu exploser. Mais ces trois-là n'avaient jamais assisté au feu d'artifice. Pas encore. Curly secoua la tête. Richer s'est simplement volatilisé, monsieur. Mo prit à nouveau la parole. Nous avons eu des blessures assez graves, et elles ont mis du temps à guérir. Nous sommes opérationnels maintenant. Nous sommes prêts pour le combat. Parnell les étudia brièvement sous ses paupières mi-closes. Des lâches. Incompétents. Déloyaux. Ils méritaient de mourir. Pas de scrupules à ce sujet. Aucun. Chapitre 2. Je vois. C'est donc réglé. Parnell hocha la tête comme s'il approuvait leur choix. Une seule question importante restait à poser. Les paiements du contrat ont été versés au colonel. Il détenait ma part des revenus. Où est mon argent? Les yeux de Larry s'écarquillèrent. Les trois hommes échangèrent des regards en coin. Larry se lécha les lèvres comme si sa bouche s'était asséchée. Nous, avons été payés en liquide. Pas de trace-papier comme ça. Le colonel gardait l'argent dans une pièce fermée à clé de son appartement à New York. Au Dakota. La respiration de Parnell se bloqua douloureusement dans sa poitrine. Ses narines se dilatèrent involontairement. Qui vit dans son appartement, maintenant? Curly dit, nous ne savons pas. Monsieur. Mo sembla sentir que Nitromac atteignait les limites de sa patience. Il intervint avec ce qu'il pensait probablement orienter la pression dans la bonne direction. Richer savait que l'argent était là. Nous ne connaissions pas la combinaison du coffre, mais Richer si. L'argent devrait y être. Mais s'il n'y est pas, il l'a probablement pris. Parnell plissa les yeux et sentit ses narines se dilater. Il mit dans sa voix ce ton tranchant que chaque soldat était conditionné à craindre. Ce Richer me semble être un bouc émissaire bien commode, messieurs. Il apparaît de nulle part, détruit votre officier commandant et toute votre équipe, et vole mon argent. Puis il disparaît. Vous vous attendez à ce que je croie à une histoire pareille? Cette fois, ce fut Curly qui prit la parole. Général, nous avons besoin de travailler. Si nous avions partagé ces 9 millions de dollars entre nous, pourquoi serions-nous assis ici dans ce trou à rats à mendier des miettes? Parnell avait réprimandé de nombreux soldats. Il savait quand on lui mentait. Le problème, c'est que cette histoire absurde passa son détecteur de mensonges et s'enregistra comme vraie. Incroyable, certes. Mais vrai. Une seule chose ne sonnait pas juste. Où votre officier commandant gardait-il le reste de l'argent? Larry arqua les sourcils. Comme nous l'avons dit, l'argent était dans le coffre de l'appartement. Les 9 millions de dollars. Parnell dissimula sa surprise en penchant la tête, comme s'il réfléchissait. Donc, 9 millions étaient cachés dans l'appartement, mais qu'en était-il du reste? Ces idiots n'en avaient aucune idée. Et Scavo? Les sourcils de Larry se relevèrent. Nick Scavo? Il, n'est plus dans notre entreprise depuis cette révolution en Afrique, monsieur. Nous pensons qu'il a été tué. Nous avons perdu 3 hommes là-bas. Y a-t-il une chance qu'il ait aidé Richer dans cette dernière mission? Parnell connaissait déjà la réponse à cette question. Ces trois-là n'avaient aucune idée d'où se trouvait Scavo, ni s'il s'était sorti de l'Afrique. Parnell fit abstraction des faibles excuses de Larry et but une gorgée de bière tiède. Il jeta un coup d'œil autour du bar bondé. Le niveau sonore avait augmenté d'une douzaine de décibels depuis que ces plaisantins étaient entrés. Personne ne semblait remarquer les 4 hommes qui parlaient tranquillement dans le coin au fond. Il reporta son attention sur ses aspirants partenaires commerciaux. D'accord. Voilà comment ça va se passer. Vous ferez le travail pour lequel je vous ai engagé ici. Quand vous aurez terminé, vous serez payé en liquide. La moitié de ce que vous recevrez m'appartient. Compris.
Oui, monsieur, dirent-ils à l'unisson, hochant la tête comme s'ils le pensaient, ce qui était peu probable. Une dernière chose. Les yeux bleus glacials de Parnell transpercèrent comme des lasers sous le profond froncement de sourcils qui plissait son front. À quoi ressemble ce Jack Reacher? Les trois se jetèrent des regards. Larry s'éclaircit la gorge et parla pour l'équipe. Eh bien, monsieur, il vous ressemble beaucoup. Grand. Costaud. Cheveux blonds foncés. Yeux bleus. Comme ça. Parnell releva le menton et verrouilla son regard avec chacun d'eux à tour de rôle. Je vais vérifier votre histoire. Si je découvre que vous m'avez menti, aucun de nous ne sera content. Compris? Oui, monsieur, dirent-ils encore à l'unisson. Pas de problème, monsieur. Parnell hocha la tête. Mettez-vous au travail. Je vous contacterai. Ils se précipitèrent sur leurs pieds et firent un salut militaire impeccable. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Parnell hocha de nouveau la tête. Les trois se détournèrent. Il les regarda se frayer un chemin à travers la foule jusqu'à l'entrée et sortir dans le désert baigné de soleil. Après qu'ils eurent franchi le seuil, Parnell se leva et se précipita vers les toilettes pour hommes. Au bout du couloir étroit, il sortit par la porte arrière et s'avança dans la lumière aveuglante du soleil. Il enfila une paire de lunettes de soleil aviateur. En quelques secondes, il avait localisé son véhicule et s'éloignait du bar à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière derrière lui. Il avait parcouru environ un demi-mille de la piste accidentée lorsque la bombe explosa, secouant le sol même sous ses pieds. Il serra les deux mains sur le volant pour éviter d'être éjecté de son siège, mais garda l'accélérateur enfoncé au maximum. Il jeta un regard en arrière pour voir des morceaux de véhicule et des parties de corps encore en train de retomber après l'explosion. Exactement comme il l'avait prévu. Le véhicule dans lequel les trois idiots étaient arrivés avait explosé en morceaux méconnaissables, parfaitement et à l'heure dite. Il sourit avec satisfaction. Des témoins qu'il avait payés diraient que la cause de l'explosion était une mine terrestre sous le véhicule. Les mines terrestres étaient assez courantes. Pas une mauvaise hypothèse. L'explosion avait secoué tout ce qui se trouvait dans un rayon de 3 km. Trop de dégâts pour une mine terrestre, mais personne ne se donnerait la peine de déterminer la cause réelle. La vie ne valait pas cher en Irak. Les trois guignols ne faisaient partie d'aucune force de travail autorisée. Personne ne se soucierait de savoir pourquoi ou comment ils étaient morts. Bon sang, il était probable que personne ne le remarquerait avant longtemps. Parnell jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Mission partiellement accomplie. Il sourit à nouveau et se mit à siffler un vieux tube de son adolescence. Another one beats the dust. Maintenant, tout ce qu'il avait à faire était de trouver Reacher et de récupérer son argent. Parnell supposait que Scavo était impliqué dans tout cela d'une manière ou d'une autre. Il trouverait Scavo aussi. Tout cela devrait être géré avec précaution. S'il agissait trop tôt, il attirerait le mauvais genre d'attention. La vie d'un général de l'armée ne lui appartenait pas. L'intimité était impossible tant qu'il restait en service actif. Ce qui était bien. Gérer ses affaires parallèles au sein de son poste actuel, sous surveillance constante, était devenu une seconde nature pour lui maintenant. Il serait retenu ici en Irak pour encore quelques mois, plus ou moins. Largement le temps de localiser Reacher et Scavo, les deux derniers membres de l'équipe du colonel. D'accumuler les ressources dont il avait besoin. Tout le temps nécessaire pour élaborer un plan solide. Il sourit. Bon sang, la première chose sur la liste était évidente. Trouver ces 9 millions, peut-être encore cachés au Dakota. Le colonel n'en aurait certainement plus besoin. Chapitre 3. 4 mois plus tard. Jeudi 13 janvier. 3 heures du matin. Détroit, Michigan. Les chaussures pointures 36 de l'agent spécial du FBI Kimoto martelaient le tapis roulant, tandis qu'elle courait, murmurant les mots à bout de souffle à chaque foulée. Jack Reacher était mort. Il devait l'être. Tout le monde le disait. Il était temps de tourner la page.
Plus que temps. Laisse tomber. Il est mort. C'est fini. Passe à autre chose. Vis ta vie. Cette dernière pensée lui arracha un sourire désabusé. Une vie. Qu'est-ce que c'était? Elle n'avait plus eu de vraie vie depuis son divorce. Le bureau était sa vie. Et c'est comme ça qu'elle l'aimait. Elle avait déjà parcouru 16 kilomètres, mais la fatigue la fuyait. Elle ne pouvait pas dormir tant qu'elle n'était pas suffisamment épuisée pour effacer les visions qui hantaient ses rêves, et elle n'y était pas encore. Face à la magnifique vue au clair de lune sur la rivière Détroit et les lumières scintillantes de Windsor au sud, elle ne remarquait rien. Au lieu de cela, elle revivait l'explosion qui avait tué Richer et failli tuer son équipe. Elle avait visualisé ces événements des milliers de fois. Elle savait qu'il était mort. Le savait, comme elle connaissait les lois fondamentales de la physique. Pourtant, Richer lui semblait être une affaire inachevée. Comment est-ce possible? Une dernière fois seulement, se promit-elle encore. Elle revécut tout cela. La chair de poule parcourut tout son corps comme lorsque le vent froid et vif soufflait de l'Atlantique glacial, 6 semaines auparavant. L'air salin piquait ses narines. Son cœur battait fort de terreur et d'épuisement, alors qu'elle fuyait la bombe. Elle voyait la magnifique vieille maison de Rocky Point dans le Maine, exploser en des millions de morceaux. La vision se rejouait dans sa tête. Encore et encore et encore. La semelle de sa chaussure s'accrocha au bord du tapis roulant, ramenant brutalement son attention au présent. Elle trébucha, souleva son pied et s'efforça de rester debout. Quand elle eut retrouvé son équilibre, elle pencha la tête et examina une fois de plus les faits vérifiables de manière objective, analysant les preuves. Richer aurait pu s'échapper après avoir posé cette bombe et avant qu'elle n'explose, avait-elle dit à son partenaire quand ils s'étaient disputés pendant l'analyse post-mortem. Richer avait une grande expérience du C4. Il savait exactement comment ça fonctionnait. Il comprenait combien de temps il avait pour se mettre à l'abri. Richer était un type qui vivait confortablement avec la violence. Il acceptait qu'il puisse perdre la vie à tout moment. Mais il n'était pas suicidaire. Pas le moins du monde. Il avait fabriqué la bombe. Il aurait prévu assez de temps pour remonter du sous-sol, traverser le couloir arrière et sortir par la porte de la cuisine en sécurité. Elle croyait à ces faits au plus profond d'elle-même. Sur le tapis roulant, elle haletait à chaque inspiration rapide. Son cœur cognait contre sa poitrine sous l'effort et l'épuisement. Elle luttait pour rester concentrée. La sueur trempait son bandeau et luisait sur son corps, tandis qu'elle débattait des mêmes preuves solides qu'elle avait examinées chaque jour depuis l'explosion. Plus probable que Richer était à l'intérieur quand le C4 avait explosé. C'est ce que tout le monde disait. Aucune preuve du contraire n'avait été trouvée après 6 semaines de recherche diligente par tous les techniciens qualifiés de la Côte-Est et au-delà. L'ancien propriétaire de cette maison avait tenté de tuer Richer 9 ans auparavant. Richer avait gagné. Mais cette fois Richer avait 9 ans de plus. 9 ans de moins de force. 9 ans de moins de rapidité. De nouveaux propriétaires pour la maison aussi, cette fois. Des plus coriaces. Richer avait perdu cette dernière bataille. C'était forcément le cas. Richer devait être mort. Il devait l'être. Mais l'était-il vraiment? Elle luttait pour chaque respiration saccadée, mais elle n'arrêtait pas de courir, et son esprit restait enlisé dans la mort horrible de Richer comme une voiture faisant patiner ses 4 roues dans la boue. Pendant 26 jours en novembre, elle avait pisté l'odeur de Richer à travers le pays et au-delà des océans comme un vieux limier. Mais elle n'était pas si vieille, et son odorat n'était pas si fin. Peut-être était-ce pour cela qu'elle avait échoué. Elle ne l'avait jamais trouvé. Malgré tout, elle avait repéré son odeur, entendu sa voix, esquivé des balles destinées à le tuer. Elle l'avait aperçu quelquefois, elle en était sûre. Elle avait senti son odeur après qu'il avait quitté la pièce. Rien de plus. Elle respirait avec difficulté et essuya la sueur de ses yeux avec son avant-bras, puis augmenta l'inclinaison du tapis roulant d'un coup de poing. Et maintenant Richer était mort.
Il devait l'être. Aucune des théories alternatives qu'elle avait imaginées au cours des 6 dernières semaines ne s'était avérée exacte. La conclusion finale était la réponse la plus probable. L'homme qui semblait avoir survécu plus longtemps que le comte Dracula avait finalement vécu ses derniers instants. Elle ne connaissait pas grand-chose aux vampires, mais elle se souvenait que même les morts-vivants pouvaient être tués avec la bonne arme. Que devait-elle faire maintenant ? Retourner traquer les dealers de drogue, les trafiquants et les aspirants terroristes transportant des explosifs dans leurs sous-vêtements ? Elle sentit la bile lui monter à la gorge. Autrefois, son travail au FBI avait été suffisamment stimulant. Peut-être le serait-il à nouveau. Ou peut-être était-il temps de passer à autre chose. Mais où irait-elle ? Devrait-elle vraiment essayer de vivre sa vie ? Chapitre 4. Elle gardait la tête haute, parcourait encore 1 kilomètre, s'entendait halter, et continuait pourtant à courir. Elle se sentait en cage. Désemparée. Sans dessus-dessous, comme disent les Britanniques. N'étant plus maîtresse de ses journées et de ses nuits. Regarde la vérité en face. Elle grimaça. D'accord. La vérité, c'était qu'elle ne jouait plus au plus fin avec l'adversaire le plus redoutable qu'elle ait jamais traqué. La chasse à Reacher était dangereuse. Mortelle. Mais aussi exaltante, d'une manière effrayante. Comme une toxicomane, elle avait besoin de cette adrénaline. Le vrai problème, c'était que sa vie était redevenue normale. Elle était rentrée dans son appartement de Détroit et avait retrouvé son bureau au siège du FBI de Détroit. Son monde avait continué comme si le patron ne l'avait jamais appelé ce froid matin de novembre à 4 heures, pour lui confier la mission la plus dangereuse de sa carrière. Un sujet déconcertant, sans aucune donnée ni antécédent disponible nulle part. Les ressources du FBI inaccessibles. Une mission dont elle ne pouvait parler à personne. Sauf à Gaspard. À lui, elle pouvait parler. Elle lui avait laissé un message plus tôt. Encore un. Elle continuait à courir. Que pouvait-elle faire d'autre ? 4 kilomètres plus tard, son téléphone portable sonna. Distraite par le téléphone, elle trébucha de nouveau sur le tapis roulant. Elle saisit les barres latérales et lutta pour se redresser. Ses jambes étaient aussi molles que les fines nouilles de riz que sa mère préparait pour les dîners de famille spéciaux. Elle pouvait à peine tenir debout. Assez. Elle se redressa, plaçant ses pieds sur les parties fixes de chaque côté du tapis. Elle appuya sur le gros bouton d'arrêt rouge avant de descendre sur le sol, toujours accroché à une barre latérale. Ses jambes tremblèrent de fatigue et cédèrent. Elle se retrouva les fesses par terre. Elle prit son téléphone d'une main tremblante, appuya sur le bouton de conversation et parvint à articuler un souffle à peine audible. « Otto ». En entendant sa salutation, l'agent spécial du FBI Carlos Gaspar ricana. « Qu'est-ce que tu pourchasses maintenant, Suzy Wong ?» Elle se hérissa, mais elle n'avait pas le souffle pour argumenter. Ils s'étaient séparés à l'aéroport Logan de Boston, le lendemain de l'explosion de la vieille maison. C'était la dernière fois qu'elle l'avait vue. Il dit « Désolé de ne pas avoir pu te rappeler plus tôt. Qu'est-ce qui se passe ?» Otto jeta un coup d'œil autour de la salle de sport. Elle était déserte, à 3 heures du matin. La plupart des gens dormaient la nuit. Elle se souvenait de l'époque où elle gardait des horaires à peu près normaux, comme tout le monde. Son souffle revenait lentement. « Comment va le bébé ? Tu m'as appelé à 7 heures, pour me demander ça ?» Le 5e enfant de Gaspard, son unique fils, était né 3 jours après l'explosion qui avait tué Reacher. La mère et l'enfant se portaient bien. Chaque fois qu'elle avait demandé, il avait dit qu'il était content d'être rentré chez lui et semblait sincère. Il avait repris son travail au bureau de Miami et n'avait jamais regardé en arrière. Otto avait respecté sa décision. Principalement parce qu'elle ne trouvait aucune raison de ne pas le faire. « Je savais que tu serais réveillé, » répondit-elle. Il y a quelque temps, elle avait découvert que Gaspard dormait rarement à cause de sa blessure. Il ne niait pas l'accusation. Il ne voulait jamais parler de son corps meurtri, ni des douleurs constantes qu'il lui causait,
et elle respectait cette décision aussi. Tant qu'il faisait son travail, le reste ne la regardait pas. Elle aimait les limites. Elle avait ses propres secrets à protéger, tout comme lui. Le bébé va bien. Tout le monde ici va bien. Merci de prendre des notes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.